Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. L'ex-président français Nicolas Sarkozy est présent à Abidjan dans le cadre de ses activités professionnelles. Il a été reçu hier par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. La ministre de la Santé, Ramada Goudou Kofi, a reçu à son cabinet les maires du district d'Abidjan. Objectif de cette rencontre, les associer à la lutte contre la dengue, une maladie virale transmise à l'homme par une piqûre de moustique. Et puis, après 3 jours d'exposition, le salon de Béguine en Chine a pris fin. Le ministère du Tourisme et Côte d'Ivoire Tourisme qui ont participé à ce salon ont consolidé la position de notre pays sur le marché chinois. Voilà, un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Il est question de l'actualité relative à la Côte d'Ivoire et au processus de développement de notre pays. Voilà, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions dans nos titres, l'ex-président français Nicolas Sarkozy est présent à Abidjan dans le cadre de ses activités professionnelles. Il a été reçu hier par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Nicolas Sarkozy s'est dit heureux d'être en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin. Il fait désormais partie du conseil d'administration du groupe Accor Hotels et c'est en compagnie du président de ce groupe et de celui de la société Bolloré que l'ancien chef de l'État français en séjour en terre ivoirienne a rencontré le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce mardi. Au terme de ces échanges, Nicolas Sarkozy indique que ces deux groupes se disent déterminés à soutenir la Côte d'Ivoire dans son développement sous la vision éclairée du président Alassane Ouattara. Par conséquent, ils entendent en faire un hub dans la sous-région et même sur le continent. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'ai dans le cœur. J'admire le président Ouattara depuis bien longtemps. Nous avons des liens familiaux. Le destin a fait que j'étais associé à l'histoire, parfois douloureuse, récente, de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est un tel plaisir de voir cette démocratie qui se stabilise, cette économie qui se développe, et la Côte d'Ivoire devenir un exemple, pas simplement pour l'Afrique. Le président Ouattara est respecté bien au-delà de l'Afrique. Et je pense à tous ces Ivoiriens qui ont tellement souffert toutes ces dernières années et qui doivent être fiers du travail accompli, des progrès enregistrés. Alors maintenant, je suis dans une nouvelle vie, Monsieur le Président Ouattara. Et j'ai eu la chance et l'honneur d'être appelé par le président du groupe Accor Monde, Sébastien Bazin, au conseil d'administration et à la présidence du comité de la stratégie internationale. Le groupe a décidé de faire de l'Afrique l'une de ses priorités. Et à partir de cette priorité africaine pour le développement de l'ensemble des infrastructures hôtelières, faire de la Côte d'Ivoire le hub et à partir de là, rayonner. Et puis j'ai aussi à mes côtés un autre grand soutien du développement de l'Afrique, qui est Cyril Bolloré, qui a pris la responsabilité de toutes les activités de logistique, d'infrastructure du groupe Bolloré et qui lui aussi a tenu à manifester l'engagement de ces grandes entreprises, pas simplement françaises, mondiales, au service du développement de la Côte d'Ivoire. Investir en vue de la création de milliers d'emplois et contribuer à la formation des jeunes qui en ont besoin, tels sont les objectifs visés selon l'ancien président français par les groupes Accor Hotels et Bolloré. Pour Nicolas Sarkozy, la Côte d'Ivoire constitue une chance inouïe pour ces deux sociétés de réussir leur pari. Jérôme Kofi Abolin, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée a intercepté à Koro sous-préfecture dans la région du Bafing une cargaison de 100 tonnes de produits pharmaceutiques non autorisés et des cigarettes d'une valeur de plus de 800 millions de francs CFA. Ces produits illicites en provenance de la Guinée devraient être vendus sur le marché ivoirien à Boussanogo. Une cargaison en train d'être vidée de son contenu.
En provenance de Kankan et Senko, deux villes de la Guinée, ce chargement de médicaments frauduleux a été intercepté en Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Koro, dans la région du Bafing. Au total, 100 tonnes de médicaments pharmaceutiques non déclarés et des cigarettes illicites d'une valeur marchande estimée à 800 millions de francs CFA saisis. Fruit d'une opération menée par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée le 12 juin dernier qui a permis d'intercepter ce chargement et d'interpeller 2 individus. Ce lot de médicaments contrefaits, composés de comprimés, de seringues, de produits injectables et les cartouches de cigarettes étaient destinés à être vendus dans les villes de l'intérieur et à Abidjan. La ville de Séguéla était la première destination du réseau qui a été démantelé. Ce trafic aux conséquences mortelles pour la population s'étend à plusieurs régions du monde. Et plus de 700 000 personnes meurent chaque année en Afrique à cause des traitements de mauvaise qualité. Selon l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année un manque à gagner de 40 à 50 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards de francs CFA destinés à l'État dû à l'existence du marché de rue des médicaments. Deuxième grand titre de cette édition, la ministre de la Santé, Ramata Goudou Kofi, a reçu à son cabinet les maires du district d'Abidjan. Objectif de cette rencontre, les associer à la lutte contre la dengue, une maladie virale transmise à l'homme par une piqûre de moustique et également à la démoustication en cours dans le district d'Abidjan. Chantal Ouma Kandan. Intensifier la lutte contre la maladie de la dengue est la raison qui a réuni le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les élus locaux et les autorités municipales du district d'Abidjan. Le premier cas qui s'est déclaré donc en plein Cocody de Plateau nous a vraiment surpris puisque ce n'était pas un site habituel qui a été très vite pris en charge. Cet enfant de 16 ans se porte bien. La rencontre a été marquée par une présentation de la maladie et les mesures de riposte initiées par le gouvernement depuis le 8 mai dernier. Nous avons quand même des cas avérés dans tout le district d'Abidjan, même quelques cas à l'intérieur du pays. Il n'y a pas à s'alarmer outre mesure, c'est notre devoir de prévenir. Et en prévenant très rapidement, la population nous aide justement à réagir et à apporter la riposte contre l'épidémie. La ministre Raymond Goudou Kofi a sollicité l'appui et l'accompagnement de ses autorités pour la sensibilisation de leur population en vue d'un meilleur résultat de la campagne de démoustication qui est en cours en ce moment. Les maires ont salué l'initiative du gouvernement. Ils s'engagent à se l'approprier. Tout a été dit, c'est à nous de nous approprier les orientations données, de sorte que nos populations puissent éviter cette épidémie. Aujourd'hui, donc, nous avons mis en mission. Donc, nous allons procéder à une sensibilisation au niveau de nos populations à travers donc, les radios qui sont à nos dispositions. Pour la plupart des communes à l'intérieur, pour le moment, nous sommes épargnés. Mais le combat, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas touchés. Et donc, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un seul cas confirmé positif à la dengue a valeur d'épidémie. Le gouvernement a donc mis en place des mesures vigoureuses pour circonscrire la maladie, d'où l'opération de la démoustication dans le district d'Abidjan. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique d'appeler les administrés à la mobilisation pour donner leur sang. Notre cible première, ce sont les élèves et les étudiants tout au long de l'année scolaire. Mais lorsque nous allons rentrer pendant la période des vacances, nous aurons un déficit en poche de sang. Donc je pense que cette année, nous avons donc décidé de nous adresser aux communes, aux régions, également aux structures socio-professionnelles pour que nous puissions combler ce gap que nous avons l'habitude d'avoir pendant la période des vacances. En cette période de pluie, il est recommandé aux populations de vider toutes les retenues d'eau et d'assécher les eaux stagnantes, car la prévention est une priorité dans la lutte contre la maladie de la dengue. Aujourd'hui, 21 juin, a lieu la fête de la musique à travers le monde, principalement le soir et la nuit. Jusqu'au lendemain matin, elle est célébrée dans une centaine de pays. Divers festivals de musique ont lieu ce jour pour en faire une fête populaire.
Tout à fait autre chose à présent. La Chine soutient la Côte d'Ivoire pour la promotion de sa culture. Elle a offert au ministère de la Culture du matériel de bureautique et des ensembles instrumentaux valeur du don plus de 50 millions de francs CFA, nous dit Franck Quadio. Le geste paraît anodin, mais au-delà du simple échange de procédés, remise de matériel de bureautique et de développement artistique, instruments de musique et différentes logistiques, cet échange entre le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, et l'ambassadeur de Chine près la Côte d'Ivoire, son Excellence Tang Waibin, traduit l'élan positif de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Un don de 50 millions de francs CFA en matériel, l'action a son sens. Ce don qui fait suite à la visite que nous avons faite en Chine grâce à vos soins l'année dernière, vient renforcer notre dispositif administratif, notre capacité et surtout notre option pour une gestion efficace et pragmatique du programme national de développement de notre patrimoine culturel. Occasion pour le donateur de rappeler les liens historiques qui symbolisent la coopération sino-ivoirienne, partie de 1983, date de la matérialisation de cette collaboration, et passant par 1992, date de l'accord de coopération culturelle, renforcé en 2016, année d'imprégnation culturelle entre les deux peuples, la Chine et la Côte d'Ivoire, au plan culturel plus que jamais liés. Le premier cité s'est même engagé à œuvrer au renforcement des capacités des formateurs, des étudiants et des opérateurs culturels ivoiriens. Franck Quadio, autre titre de cette édition. Après 3 jours d'exposition, le salon de Beijing en Chine a pris fin. Le ministère du Tourisme et Côte d'Ivoire Tourisme qui ont participé à ce salon ont consolidé la position de notre pays sur le marché chinois. Patricia Omouetia. Dans sa conquête de cet espace constitué d'une population très dense, la Chine est la porte d'entrée choisie par la Côte d'Ivoire pour la redynamisation des relations sino-ivoiriennes. Cette participation de notre pays au Salon international du tourisme de Beijing le prouve largement. Pour marquer ce jour de clôture, la Côte d'Ivoire a organisé sur son stand la journée ivoirienne, une journée grand public qui a offert les produits et les attraits touristiques de la Côte d'Ivoire. Pour la délégation ivoirienne et les tours opérateurs, c'est une initiative majeure. Nous saluons cette action, comme je le disais tantôt, qui corrobore, qui confirme les excellents liens que nous entretenons, qui existent entre les deux États. Nous, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes quand même renommés dans notre culture qui est très riche. Pendant ce salon, nous avons eu la visite de plusieurs agences de voyage, de tours opérateurs et même de particuliers qui étaient curieux de savoir ce qu'ils pouvaient découvrir en Côte d'Ivoire. À la découverte de la population chinoise qui aime bien l'Afrique, qui aimerait connaître notre beau pays. Les Chinois, ce sont des grands voyageurs. On espère que nous aurons suffisamment de personnes qui vont venir en Côte d'Ivoire. La Chine possède le marché du tourisme émetteur le plus important au monde avec plus de 122 millions de voyages à l'étranger. La Côte d'Ivoire continue de présenter ses offres touristiques à travers les différents salons auxquels elle participe. Après 4 participations consécutives, la Côte d'Ivoire a conquis le marché chinois. Elle envisage d'étendre sa toile dans d'autres pays, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. Revenons en Côte d'Ivoire. Le village d'Assini, apprécié pour ses grandes plages, est aujourd'hui menacé par l'érosion lagunaire. La distance qui existait entre la lagune et les plages n'existe quasiment plus et l'économie de la localité est mise à mal. Gabriel Zani. Assini, le bourg attire du monde en période chaude pour la chaleur de ses sables fins, ses plages étendues et aussi pour la douceur de ses eaux. Mais ironie du sort, le principal atout devient une menace. Ici à Assini-Sagbadou, ce mercredi 14 juin, le constat est frappant. Le littoral n'existe plus, il n'y a plus de berges, le village est submergé par les flots.
des habitations détruites. L'eau a érodé de mètre en mètre. Et aujourd'hui, nous sommes ici où j'habite. Une grande partie de ma cour est partie. Cette situation a commencé, j'étais obligé d'aller préparer chez une amie. Et ça fait 6 mois que cela dure. Tout ce qui était activité commerciale, j'ai arrêté parce que je n'avais plus les moyens de le faire. Et quand on ajoute à ma famille, la famille de celle qui me reçoit, c'est compliqué. À 2 pâtés de là, Bernadette et ses 6 enfants vivent le même drame. Je n'ai pas attendu quand l'eau va venir et puis j'ai fait. Donc c'est ici qu'il prépare. Même il pleut pas, c'est ici. S'il pleut là, il ne mange pas. C'est ici, ça coule. C'est maintenant que j'ai en train de faire, ce n'est pas encore fini. Parce que l'eau là vient là, il ne veut pas tenir. C'est ça que je suis allé voir le chef, pardon. Il n'a qu'à chercher un petit coin pour me donner avec mes enfants. Mais d'ici 2 mois, 3 mois là, l'eau là va rentrer ici, on ne sait pas où on va partir. Partir? Mais où? L'équation concerne tout Assini. Les 3 villages d'Assini sont en sursis face à l'érosion lagunaire. On est venu par ici, mais on a toujours la crainte de voir nos maisons partir, de voir le village disparaître à nouveau. D'où les maisons précaires que les gens construisent. On a commencé à sensibiliser tout le monde, à commencer par les villageois eux-mêmes. On a des réunions avec les cadres. On propose des solutions. La première solution, c'est d'avoir une drague. Une drague, au vrai sens du terme, pour tirer le sable, rendre un peu plus profond nos bordures et mettre du sable en bordure de la dune. Une fois que ce premier travail a été fait, on va essayer de trouver encore une autre solution, c'est de construire des digues pour protéger ce sable qu'on a importé. À Assini, autorités et population craignent le scénario catastrophe de 1942 qui a vu tous les villages engloutis par l'eau et a emmené le peuple Agni-Ouzima, installé sur ses côtes en 1651, à se déplacer pour se retrouver sur ce rivage à 150 mètres de la lagune. 75 ans après le premier déplacement forcé, Assini est à nouveau menacé. Une bonne partie du cimetière colonial d'Assini-Sagbadou a été engloutie par l'eau. Difficile, le repos éternel. Il est très difficile pour un individu de voir son ancêtre, même les ossements de son ancêtre partir. Donc, vous avez vu qu'au cimetière, il y a des plantes qui protègent un peu, un tout petit peu, ce cimetière-là. Mais dites à la population de planter des palétuviers devant leur maison, ça ne passe pas. Assini France est pris entre 2 eaux. D'un côté, la lagune qui ronge, de l'autre, la mer qui gronde et menace de déborder. Ce sont des effets du changement climatique, assure le chef Yvon Baenchi, géologue à la retraite. Regardez déjà juste en dessous de cette pirogue-là. Vous allez voir que l'eau suinte depuis le village jusqu'en bordure de la lagune. Mais ça, c'est un phénomène d'érosion dû à la pluie. Mais l'érosion lagunaire elle-même provient d'un phénomène simple. Elle ronge tous les jours que Dieu fait. Vous avez 4 marées. 2 marées basses et 2 marées hautes. Et en plus, ces 4 marées, 1 fois ou 2 fois par mois, vous avez les marées d'équinoxe. Les 4 marées, à marée basse, l'eau vient du continent pour aller vers la lagune. Et en allant, elle draine un peu de sable, ravine un peu de sable pour partir. À marée haute, c'est la même chose. L'eau vient de la mer vers le continent et ça amène du sable. Mais on a ce phénomène-là 4 fois par jour. Malheureusement, ces tonnes de sable que l'érosion à marée basse produit sont accumulées au niveau de l'embouchure. L'embouchure est complètement assablée. Conséquence directe de l'obstruction de l'embouchure, la rareté des poissons pour une région dont la principale activité est la pêche.
jeudi 15 juin. Francis Dano est sur l'eau depuis les premières heures, mais point de poisson dans les filets. C'est dû au fait que les sites où on pêche actuellement sont beaucoup ensablés. L'érosion emporte assez de sable et ce sable-là remplit l'embouchure. Or, ce qui fait que quand il n'y a pas de fond au niveau de l'embouchure, ça empêche des poissons qui rentrent. C'est ce qui fait que la pêche a diminué. Sinon, dans les débuts, on pouvait facilement en une sortie faire des recettes de 20 000 à 40 000 facilement. Mais présentement, ce n'est pas facile même d'avoir peut-être 5 000 francs, voire même poisson pour la popote. Francis pense à une reconversion comme l'ont déjà fait de nombreux pêcheurs qui ont abandonné les filets. Si les poissons ne viennent plus dans la lagune du fait de l'encombrement de l'embouchure par le sable, les touristes ont également déserté les plages. Des digues de sable sur la berge, désormais quasi inexistantes, servent de modestes remparts contre les flots. Et des kilomètres du littoral des villages d'Assini sont rongés jour après jour parce que l'eau désire passer son chemin à tout prix. Gabriel Zani, la Côte d'Ivoire, au nombre de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, est engagée dans la lutte contre l'érosion côtière avec le soutien de la Banque mondiale. La ville pilote dans cette lutte, Grand Lao. Justine Seydjike. En Côte d'Ivoire, les 2/3 du trait de côte sont déstabilisés par l'érosion. Les villes telles que Assini, Grand Bassam et Grand Laou sont affectées par l'érosion côtière. L'ampleur du phénomène a suscité l'engagement de la Côte d'Ivoire depuis 1992 pour la protection et la gestion de son environnement côtier long de 566 km et couvrant une superficie de 23 253 km², soit 7% de la superficie du pays. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans sa quête de solutions, a sollicité la Banque mondiale il y a de cela quelques années. Et donc, un mécanisme a été mis en place. Nous sommes dans ce processus, des études ont été réalisées. Et aujourd'hui, il nous faut donc poursuivre ce processus avec la réalisation concrète donc, des résultats de recherche dans la ville de Grand Laou, qui a été retenue comme ville pilote. Pour faire face au phénomène, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien technique et financier de la Banque mondiale à travers son programme d'assistance technique à la gestion du littoral de l'Afrique de l'Ouest, WACA. Le développement économique, c'est d'une part créer de la richesse, mais c'est aussi conserver la richesse existante. C'est pour ça que la Banque mondiale accompagne le gouvernement ivoirien dans la lutte contre l'érosion côtière. L'adoption d'un plan d'investissement multisectoriel pour lutter contre l'érosion côtière et ses effets collatéraux dans la ville de Grand Laou, ville pilote dans le cadre du programme de la Banque mondiale, est d'un grand intérêt pour les premiers responsables de Grand Laou. L'ancienne ville a été pratiquement endommagée au tiers et la présence du gouvernement de la Banque mondiale va permettre, pas de réhabiliter totalement, mais faire en sorte que la population soit sécurisée et qu'économiquement elle s'en sorte. Après la ville de Grand Laou, le projet s'étendra aux autres villes côtières. Lutte contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, on en parle maintenant. Le corps préfectoral, les chefs traditionnels, les opérateurs miniers viennent d'être sensibilisés à Yamoussoukro sur ce phénomène. On en parle avec Eugène Atoubé. Des séances plénières avec des communications suivies d'échanges. 4 ateliers de réflexion à l'issue desquels des propositions ont été formulées et soumises à délibération devant l'ensemble des séminaristes. Tous s'accordent sur l'urgence de mener une lutte hardie contre l'orpaillage clandestin. La stratégie prend en compte la sensibilisation des populations et l'organisation de l'activité de l'orpaillage. Les 9000 chefs de village que nous sommes, donnons l'information dans nos villages pour que ce droit-là ne soit réservé qu'aux seuls Ivoiriens. Nous continuons toujours à sensibiliser effectivement tous les acteurs, que ce soit les chefs coutumiers, que ce soit les propriétaires terriens, que ce soit même l'administration territoriale et aussi bien sûr les élus, sur la base fondamentale de la formalisation des sociétés coopératives qui souhaiteraient exploiter la production d'or en Côte d'Ivoire. De bonnes intentions encore affichées et réaffirmées qui rappellent certains acquis de la mission du PNRO
Programme national de rationalisation de l'orpaillage, créé en 2013. Ce programme, entrevu comme une solution pour éradiquer le phénomène de l'orpaillage illicite, a rencontré de nombreux freins et obstacles dans sa mission. Le séminaire de Yamoussoukro en a tiré les leçons et prend l'engagement de traduire en actions concrètes la stratégie élaborée et adoptée par l'ensemble des acteurs présents à Yamoussoukro. Aujourd'hui, il faut expliquer à nos parents, surtout aux propriétaires terriens, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus céder leurs parcelles aux opérateurs qui n'ont pas d'autorisation délivrée par le ministère de l'Industrie et des Mines. Parce que quand un opérateur vient avec une autorisation délivrée par le gouvernement, cela suppose que les services compétents de l'État suivent son activité et font en sorte que les effets néfastes de l'orpaillage clandestin ne puissent pas se retrouver dans le milieu où vivent des populations. Un seul département ministériel ne peut pas régler cette question. C'est une question transversale. Vous avez vu tous les dégâts, il y a dans tous les secteurs, l'éducation, la santé, les mines, l'agriculture, les eaux et forêts, les ressources halieutiques, tout le monde est atteint. Donc je pense qu'ensemble, il faut qu'on y arrive. C'est une guerre totale que le gouvernement de Côte d'Ivoire va mener contre l'orpaillage illicite en même temps qu'il va donner à l'exploitation artisanale de l'or toute sa majesté en tant que ressource vitale pour l'économie nationale et moyen de lutte contre la pauvreté en zone rurale. Eugène Toubéchi, les nouvelles directives de la gestion des finances publiques enseignées au ministère du Commerce. C'était au cours d'un atelier à Yamoussoukro. Les participants ont analysé et validé les projections financières des programmes et les projets annuels du ministère. Soro Corona, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. Le gouvernement ivoirien a entrepris une profonde réforme du système de gestion de ses finances publiques. Une réforme qui passe par l'introduction de nouveaux mécanismes du cadre de dépenses à moyen terme dans l'élaboration du budget. Ainsi, depuis 2011, le processus de mise en œuvre du budget programme est en expérimentation dans 4 ministères. Au ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, le document de programmation pluriannuelle des dépenses projets annuels de performance est en vigueur. Il s'agit de travailler à l'élaboration du document cadre de gestion pour la période 2018-2020. C'est surtout de pouvoir produire le document cadre de planification et de gestion budgétaire. La direction financière du ministère a formé les agents à l'approche par programme en vue d'une meilleure appropriation de ces nouveaux mécanismes de gestion des deniers publics. Les 2 ministères viennent de fusionner, c'est de rédiger un document unique qui puisse faire apparaître tous les objectifs visés par le ministère et décliner ces objectifs en activités prioritaires, aux actions prioritaires que nous avons menées au cours des 3 années à venir. Les participants ont également finalisé le document de programmation pluriannuelle des dépenses, projet annuel de performance. Ces nouvelles directives sont l'œuvre de l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine relative aux finances publiques. Et nous vous proposons ce communiqué avant de poursuivre cette édition. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le jeudi 22 juin 2017, lendemain de la nuit du destin. Laïla Toukadre est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion de ce mois du Ramadan, les fidèles musulmans de Boaké et de Korogo ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. On en parle avec Amadou Ouattara Walter de RTI Boaké. Le mois du Ramadan est un moment de piété, de partage et de solidarité. C'est ce moment qu'a choisi Lassina Ouattara, chargé de mission à la présidence de la République, pour apporter son soutien à la communauté musulmane de Boaké. Prière dite par les guides religieux de Boaké et de Dabakala pour la consolidation d'un climat apaisé en Côte d'Ivoire et des bénédictions pour le président de la République, Alassane Ouattara, ont été les temps forts. Je suis venu demander pardon aux imams de prier pour la Boaké, pour que la paix revienne à Boaké et que tout le monde se calme
Et prier beaucoup aussi pour le président de la République, c'est très important. À Korogo, c'est la mythique mosquée Djelisso qui a abrité la même activité. Comme à Bouaké, imams et autorités préfectorales se sont engagés à soutenir toute initiative en faveur de la paix. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.